Bonjour et bienvenue dans ce 109e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 12 mars 2025. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peunier, que je fais monter, et d'Adrien Clairbois. Et également, je vais le mettre directement, de Philippe, qui vient nous reparler pour la deuxième partie. Il vient nous parler de Copilot. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi et qui arrivent directement sur cet épisode, je vous invite à écouter le précédent, qui est paru il y a quelques jours, quelques semaines, on sait pas trop, ça dépend des commentaires qu'on aura reçus dans la première partie, dans l'épisode 1. Et donc, peut-être juste pour rappeler, Philippe, tu travailles chez Microsoft pour le moment, et tu travailles régulièrement avec Copilot au niveau de GitHub, et tu l'utilises, et tu viens nous montrer dans quoi ça consiste. Donc la première partie servait surtout à faire ça, à nous expliquer visuellement à quoi ça servait, comment on l'utilise, etc. Que veux-tu rajouter là-dessus? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de focaliser vraiment l'épisode précédent sur montrer un peu les usages et les capacités qu'il y avait et l'évolution que ça avait. Et ce qu'on a vu pendant l'épisode, même déjà, c'est que ça a commencé à amener des discussions, un peu des réflexions sur OK, mais waouh, c'est quoi l'impact que ça a sur le développeur déjà aujourd'hui et à quoi on peut s'attendre pour la suite. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui est intéressant et on a beaucoup de questions. Et j'avais proposé effectivement qu'on puisse continuer vraiment dans un mode plus discussion sur les impacts que chacun voit un petit peu, des signes qu'on voit un petit peu déjà des prochaines étapes et voilà, simplement discuter par rapport à nos expériences communes aussi de ce que ça va apporter et ce que ça va changer. Mais je laisse la parole à mes deux compères, voir s'ils ont déjà des questions, des remarques par rapport à ce qu'on a déjà dit. Sinon, je vais me lancer, mais allez-y. Moi, j'en ai effectivement une, c'est au niveau du pricing. Tu nous as vendu du rêve. Souvent, le rêve, c'est pas gratuit. Enfin, si, tu m'as dit que c'était gratuit. Une version gratuite. C'est pour tout. Ce n'est pas que gratuit. Sauf si c'est ton code le produit. C'est pas ce qu'on dit. Pour le coup, donc on l'a dit la dernière fois, effectivement, il y a un mode gratuit et par contre, on ne se sert pas du tout de ton code pour l'entraîner ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le même produit qu'on a, donc les mêmes conditions. Simplement, on est limité en termes de nombre d'appels par mois. Donc il n'y a pas de limite dans le temps, dans le sens où ça va se renouveler tous les mois. On a une limite en nombre d'appels, donc en fait, et on a le produit complet. Donc l'idée, c'est vraiment pour essayer. C'est un petit peu comme les plans. Moi, je compare souvent ça aux plans gratuits qu'on a par exemple sur Azure Function. Vous avez Azure Function qui est un vrai Azure Function, c'est le service complet jusqu'à une certaine quantité de temps de traitement, de puissance de traitement par mois. Donc en fait, si vous avez un usage qui rentre dans ce cadre-là, que c'est du test ou que c'est des usages un peu ponctuels, c'est suffisant et vous pouvez l'utiliser sans limite particulière tant que ça rentre dans le cadre de cet usage-là. Après, il faut passer au mode payant. Et le mode payant, en fait, c'est simple, vous avez une version public, on va dire personnel, qui est à $10 par mois, mais généralement, on va plutôt parler du mode entreprise, puisque c'est au global aujourd'hui, c'est les entreprises qui décident d'équiper leurs développeurs, et on parle de $19 par mois par utilisateur. Donc, il n'y a pas de supplément en fonction des options. À partir du moment où vous activez GitHub Copilot for Business, donc vous l'avez toutes les features qu'on a pu voir sur l'IDE, qui sont disponibles sur les différents IDE. Et après, si en plus vous avez des repos, effectivement, par exemple, ce qu'on disait en mode public, sans forcément prendre une offre GitHub Enterprise qui là contient toute la plateforme entreprise GitHub, mais vous êtes sur vous faites des repos open source, vous avez toutes les features un petit peu de Copilot qui s'intègrent, j'avais déjà pu montrer sur la précédente session. On doit avoir le code qu'on crée en utilisant GitHub Copilot doit être enregistré dans GitHub, ou ça peut être... En fait, toute la partie IDE n'est pas dépendante du tout de GitHub. Vous l'avoir sur Azure DevOps, sur GitLab, sur un peu ce que vous voulez, même si vous ne l'avez pas sur aucun contrôleur de source, que c'est qu'en local, ça tourne sur l'IDE. Donc ça, c'est une chose. Par contre, effectivement, le fait d'avoir le code hosté sur GitHub vous permet d'avoir toutes les features dans le portail qu'on a vu avec les pull requests, les issues, ce genre de choses. Oui, c'est ça, oui, mais pas l'aspect développement, quoi. L'aspect développement Exactement. est complètement, je ne vais pas dire offline, parce qu'évidemment, on est connecté en permanence pour pouvoir obtenir les réponses, mais ouais, c'est ça. Et oui, exactement. Oui, ça, après, il faut une connexion Internet aussi. Tout à fait. Ah, c'est ça qui me manque depuis le début. C'est ça. Et tu parlais au niveau du code, donc plus l'aspect sécurité. Qu'est-ce qui passe du code qu'on écrit, qui est envoyé sur le serveur? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envoyées? Enfin, si je travaille avec mon code, est-ce que mon code va se retrouver comme ça publié, on va dire, ou utilisé par Microsoft pour pouvoir faire autre chose?
Non. Donc en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, il va utiliser alors forcément le code qui est en local. Il va en fait faire un prompt avec toute l'ingénierie, l'intégration qu'il y a au sein de l'extension pour faire une requête en fait au service. Et par contre, ça reste du coup avec une communication qui est sécurisée sur les tenantes Azure de GitHub, et ça reste là-dedans. Et donc du coup, à aucun moment les contenus en fait de ces requêtes, de ces prompts ne sont conservés chez nous. C'est-à-dire que c'est vraiment stateless. C'est shot. Les seules informations qu'on garde, c'est des informations vraiment de monitoring, comme par exemple quel est le type de langage, est-ce que ça a été accepté ou non, la suggestion. Plus monitoring pour suivre un peu la qualité. Et d'ailleurs, toutes les infos qu'on a sont accessibles via l'API quand vous êtes admin en fait d'une organisation parce qu'il faut avoir une organisation GitHub pour le proposer, même si c'est une organisation gratuite à Copilot, vous avez accès aux API d'usage de GitHub Copilot avec toutes les informations, ce qui vous permet d'avoir des dashboards, de savoir que dans votre entreprise, en gros, vous avez 60% des suggestions de code qui sont du Python, 30% du TypeScript et 10% par exemple du C#, et que vous avez un taux d'acceptation moyen de 42% sur Python, de 36% sur JavaScript, que vous avez. Donc ça permet vraiment d'avoir des stats aussi de l'usage et une compréhension en interne de l'impact que vous avez. Tiens, c'est intéressant comme question que j'ai dans ma tête. Je code en C# et du coup, je pose une question sur un code. Est-ce que tu crois qu'il va aller rechercher dans un autre langage une sorte d'algorithme de, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, il reste sur la stack C# quand il fait ses recherches. En fait, il va prendre en compte ce que tu lui demandes. C'est-à-dire que tu vas lui demander de générer un algorithme particulier. Il a une base de connaissances d'algorithmes et il sait répondre. Si tu veux, en fait, il sait déjà comprendre plusieurs langages en langage naturel. On me disait, il y a le français, il y a l'anglais, il sait parler italien, etc. C'est de la même façon, il va pouvoir générer la réponse en C#, en Python ou peu importe. Il va pas aller chercher dans une librairie un code qui correspond à ça pour te le donner. En fait, la librairie, au départ, c'était sa base d'entraînement. Et donc, c'est pour ça qu'il va être capable de générer une réponse par rapport à ce que tu lui demandes. Donc, il va de toute façon de générer du C#. Et tu parles de la langue. Donc, tous les exemples que tu avais faits dans la première partie de la vidéo, en gros, tu écrivais en anglais. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire ça. Mais comme tu viens de le dire, on peut écrire en français si on a envie. Et la qualité du résultat va changer, tu penses? Ou bien, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une traduction du français en anglais pour pouvoir l'envoyer ensuite au moteur. Alors, non, il sait gérer tous les langages en fait comme les LLM aujourd'hui. C'est-à-dire que même moi je m'en sers dans un exemple que je donne dans le lab d'ailleurs qu'on a partagé en lien sur l'autre vidéo. Il y a un exemple où en fait on s'en sert pour générer des fichiers de traduction. Parce qu'en tant que développeur, des fois on a les clés de traduction et donc je lui demande de le faire et il sait le faire. Donc en fait il va vraiment avoir la même qualité de résultat. C'est vrai que moi un peu par défaut, comme je travaille beaucoup en anglais. Ouais. Et que je fais beaucoup de trucs en anglais, j'ai l'habitude de faire en anglais, mais ça marche tout à fait en français, je le fais régulièrement en français, les démos, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de meilleure qualité, a priori, ça fonctionnera aussi bien, quoi. Ouais. Non, et d'ailleurs, même pour les explications, on peut lui demander de nous donner des explications. Quand on avait fait le /explain, on peut lui dire, de base, si on ne lui précise pas, il va le faire, mais on peut d'ailleurs mettre dans les settings une langue favorite pour que de base, on n'ait pas besoin de lui donner. Alors justement, super transition, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus loin dans le Copilot configuration, le fichier qu'on peut mettre, parce que quelque part, si on va l'utiliser, j'ai l'impression que c'est un peu un point de départ qui va être important. Oui. Que de le mettre à la fin du projet, quoi, tu vois. Par exemple. Alors, ce qui est important, effectivement, je suis passé assez vite dessus. Ok. Alors, du coup, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fichier de nouveau. Donc, c'est copilot-instructions.md, si je ne me trompe pas. Et par exemple, je peux lui demander, parle-moi toujours en français. Et donc, logiquement, on va tester. Je peux lui dire, OK, tel. Avec la voix de Jeff Tuch. Bon, je lui demande en français, what? Ou alors juste lui dire, on va tester autrement. Je vais pas lui donner une action, je vais lui dire /explain du fichier. Comme ça, il m'explique le fichier. Et donc, logiquement, c'est là qu'on va voir si elle a fait des mots ou pas. Si j'ai fait des mots ou pas. Ah oui, alors il me demande sur quoi? Je lui dis sur l'album. Et donc, automatiquement, il me répond en français, sans que j'ai besoin de lui préciser, parce que je l'ai mis dans mon Copilot Instruction. Donc, en fait, vraiment, on va pouvoir lui donner il va tenir compte à chaque fois. Et ce qui est intéressant, que je vais pas préciser, c'est qu'en fait, si vous voyez, c'est dans le repo. Donc, en fait, on va pouvoir aussi préciser le contexte par rapport à chaque repo. Et donc, c'est partagé et enregistré dans le contrôle de source et partagé au sein de l'équipe.
Donc, pour ça, je disais, si on peut mettre par exemple des informations sur le modèle de données dans la base de données, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément de décrit dans le code et qui permettra de générer de meilleurs résultats en termes de code pour exploiter pour les requêtes, par exemple. Ouais, ou des bonnes pratiques. On pourrait donner des bonnes pratiques par rapport à l'entreprise. Comment faire pour, je sais rien, moi, nommer des variables, utiliser ou récupérer des paramètres de certaines variables. Ouais. Le fichier instruction, finalement, on lui donne humainement nos recommandations. C'est tout. Tout à fait. C'est ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est que comme il y a assez vite des limites là-dedans, on a la possibilité en fait de définir des instructions spécifiques pour certaines tâches dans des settings de VS Code. Et on a également la possibilité maintenant de faire des fichiers de prompt. Donc, dans un dossier .prompt, et on va pouvoir les ajouter en pièce jointe, en fait, directement le prompt, pour avoir un catalogue de prompts qu'on peut mettre en fonction de ce qu'on veut faire. Parce que sinon, le Copilot Instruction va être vite très plein. Donc voilà, c'est une possibilité. On a une limite en termes justement de ce fichier, par exemple Copilot Instruction, comme du reste. Parce que tu dis, par exemple, en version gratuite, on a un certain nombre, en gros, d'échanges, de requêtes qu'on effectue. Mais bon, faire une requête juste pour dire donne-moi ceci, explique-moi une partie du code ou donne-moi une procédure, et par contre lui envoyer, je sais pas moi, 10K ou 10 000 caractères de copilotinstruction.md, ça n'envoie pas et ça n'utilise pas les mêmes ressources sur le serveur. En fait, si, parce qu'au final, ça va être une requête pour le chat, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les éléments qu'il a. C'est pour ça que quand on lui donne, si on lui dit, on lui donne tout le code, et on lui dit, on lui pose une question de chat en disant, réponds-moi, explique-moi ce que ça fait, il va sélectionner des infos dedans pour essayer de tout rentrer dans un seul prompt. C'est-à-dire qu'en fait, il va volontairement ignorer des choses, il va sélectionner uniquement des choses pour répondre à la question en une seule requête. C'est pour ça que le mode agent, après, va permettre plusieurs choses, parce qu'il va permettre de planifier des étapes step by step pour gérer des trucs encore plus complexes qui vont pouvoir prendre en considération beaucoup plus d'informations. Et ça on peut le retrouver dans le use de 3 références. Quand tu es dans le workspace, en dessous, tu peux ouvrir dans ton chat à droite, tu peux le voir. Ce qui est utilisé pour pouvoir générer. Tu vois, au-dessus de ton texte, il a été généré en dessous de workspace, il est marqué used 3 générés. Au-dessus. Dans le texte. Ah oui, les références, c'est ça. Oui, les références. Oui, les références qu'il a utilisées, exactement, oui. Ah, ça, c'est les références, c'est les fichiers qu'il a utilisés pour pouvoir répondre, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Ouais. Donc voilà. Ok. Par contre, moi j'ai une question là-dessus, c'est qu'on récupère du code, c'est cool, mais au niveau de la sécurité dans tout ça, parce que en soi, on parlait aussi un petit peu de la seniorité d'un développeur, c'est facile de faire du copier-coller. Est-ce que derrière, il y a des failles de sécurité, des vulnérabilités qui peuvent apparaître, ou est-ce que finalement c'est pas vulnérabilité proof et on doit potentiellement continuer à monitorer? Comment on peut monitorer éventuellement? Ok, donc là je pense que l'idée c'est de voir la solution que propose GitHub en termes de sécurité. Alors c'est là où on peut effectivement montrer notamment ce qui se fait. Alors attends, faut juste que je retrouve mon onglet. Où est-ce que je l'ai? Tac. Attends, je l'ai pas dans StreamYard. Ok, je l'avais ouvert ici. Alors effectivement, c'est quelque chose où on a encore des usages de l'IA qui vont aller un petit peu plus loin. Donc en termes de sécurité, on a déjà pas mal d'outils aujourd'hui, des solutions qui existent et qui sont matures, qui permettent de faire du scanning du code. Donc on a plein d'outils là-dessus qui existent, et on a plusieurs, on va dire, catégories d'outils. Et si on regarde juste rapidement au niveau de ce qu'on a sur GitHub, on a principalement 3 choses. La première, c'est secret scanning. Donc, secret scanning, c'est juste de dire, OK, on veut juste s'assurer qu'à un moment, par erreur, on n'a pas un développeur qui va aller mettre sur notre code et potentiellement un repo public, une connection string, un mot de passe, ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on a un système... Je t'interromps juste 2 secondes. Tu montres ici ce dont tu parles. Tout le monde l'a dans n'importe quel repository GitHub, ou il faut être admin ou je ne sais quoi? Alors, en fait, c'est-à-dire que sur tes repos, le secret scanning, c'est des features de sécurité que tu vas pouvoir activer, notamment si tu es public, parce que justement, public, il y a un risque plus important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que côté GitHub, on a vraiment, c'est vraiment la plateforme où tu retrouves tout l'open source. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme librairie est hosté sur GitHub. Et donc, forcément, c'est un lieu où tu vas pouvoir avoir potentiellement beaucoup
d'impact si tu as une information qui fuite. Mais donc, on bien peut sûr, avoir pour cette information, il faut l'activer, quoi. C'est juste ça. Exactement. Pour la partie secret scanning, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir bloquer par défaut si quelqu'un pousse une connection string. Donc, ça, c'est déjà une première chose qu'on a. Il n'y a pas forcément... Il y a l'IA qui permet d'améliorer un peu certaines choses. Par exemple, détecter si c'est un faux positif. Par exemple, quelque chose qui ressemble à un secret, mais qui, au final, est dans ton README, juste pour donner un exemple. Et donc, c'est pas un vrai secret. Il sera capable de faire la différence ou de détecter des patterns de secrets qu'on n'avait pas forcément configurés, même s'il y en a des milliers maintenant. Et après, on a d'autres choses. On a un autre service qui s'appelle Dependabot, qui est du coup un petit bot qui permet de dire, aujourd'hui, au final, tout le code qu'on écrit, quand on écrit une application en tant que développeur, la plupart du code, c'est pas nous qui l'avons écrit. On repose énormément sur des librairies, sur des composants qui sont open source. Donc c'est la puissance en fait qui a été apportée par l'open source, c'est que justement on va pas réinventer la roue à chaque fois. Mais du coup, le jour où il y a une faille de sécurité qui est découverte dans un composant open source qui est très largement répandu, forcément ça apporte plein de problèmes. Toutes les équipes doivent reprendre ça. Déjà, il faut être au courant de 1, et ensuite il faut voir comment fixer et aller faire le correctif partout rapidement si la faille est ouverte. C'était le cas il y a quelques années, par exemple avec Log4j, où il y avait une faille qui était découverte, qui était ouverte depuis très longtemps, et Log4j était utilisé partout en entreprise, et donc effectivement c'était un peu le branle-bas de combat. Donc, Dependabot, en fait, c'est ça, c'est que ça permet de scanner par rapport à vos dépendances et d'avoir des alertes sur, tiens, on a une faille de sécurité qui a été découverte sur une de vos dépendances open source que vous avez dans votre code, voilà où elle est, etc. Et d'avoir des informations par rapport à comment le fixer. Et donc là, on a Copilot qui va pouvoir aider à fixer. Et enfin, on a la partie code scanning. Donc là, c'est effectivement, ça fait partie de l'offre GitHub Advanced Security, qui est en plus. Mais du coup, l'idée, c'est que ça vous permette de scanner, en fait, faire une analyse statique de votre code pour découvrir plein de potentielles failles de sécurité, comme l'injection SQL, voilà, tout un tas d'attaques possibles, et de lever des alertes. Et donc là aussi, l'IA va pouvoir aider en proposant en fait des fixes de façon automatique, c'est-à-dire que, par exemple, je vais aller chercher une alerte que je vais avoir ici. Si je prends par exemple la première ici, server-side request forgery. Donc en fait, j'ai une alerte sur une partie de mon code où j'ai une potentielle attaque qui est possible. J'ai GitHub Copilot qui m'explique en fait quel est le problème et quelles sont les étapes pour le résoudre. J'ai de par l'outil en fait des liens vers justement la documentation sur ce type d'attaque, etc. Et j'ai directement Copilot Autofix qui me propose un fixe. C'est-à-dire qu'il a, à peine on a trouvé la vulnérabilité, on a déjà un fixe qui est proposé immédiatement. Et donc en fait, j'ai juste à committer ça dans une branche, passer un pull request, passer ma CI pipeline, mes nouveaux tests, etc. Et ce sera directement intégré et fixé. Ok, sympa. Au niveau du développement, si on se met dans quelques années futures, 2025, allez, dans 5 ans, 2030, 2026, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on va encore devoir faire? Parce qu'on écrit du code, et tu l'as montré en première partie. Quand je dis on écrit, en gros, on a besoin d'écrire les fonctionnalités. Et puis ensuite, quasiment, presque automatiquement, le code est généré. Il y a des problèmes de sécurité, il nous l'indique. Enfin, voilà. Où est-ce qu'on va se retrouver par rapport à ça? On va être des cliqueurs de boutons, quoi. Alors, c'est là où c'est pas évident de se projeter même à 5 ans, parce que franchement, on l'a vu, ça bouge, ça évolue tellement vite. C'est pas évident, mais parce que si on regarde un peu depuis le début, en fait, l'évolution de Copilot, au début, on avait vraiment quelque chose, on avait l'outil avec la completion, après on a eu le chat, mais l'idée c'était, on avait toujours un seul modèle, on avait une approche plutôt ce qu'on appelle nous AI infused, donc en fait c'était vraiment les outils classiques et tu commences à rajouter des petites touches d'AI, et en fait petit à petit avec l'évolution, déjà on se rend compte, c'est la réalité en fait par rapport à l'évolution des modèles d'IA génératifs, c'est qu'en fait on a de plus en plus de modèles, ça évolue très vite. On a vu par exemple avec la sortie de DeepSeek il y a pas longtemps, ça a encore rebattu un peu les cartes, ça a un peu tout chamboulé. On voit que les modèles open source poussent très vite, ça évolue très rapidement, et donc on commence à se diriger à une deuxième phase qui est plutôt d'avoir du multimodèle, multi-agent,
On a vu un peu le mode agent là, comme c'est fait, et d'avoir une approche vraiment. AI native, au final, on va s'adresser à un système d'IA, et c'est lui qui va faire de plus en plus de choses, et nous, on va être par contre aux commandes vraiment pour piloter, donner les instructions et faire plutôt la partie conception. Et au final, moi, c'est ce que je commence à voir un petit peu, c'est que petit à petit, et on pourra jeter un œil peut-être au projet qui s'appelle GitHub Workspace, tout à l'heure, qui change un peu le paradigme dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça va être l'évolution naturelle, mais en tout cas, on sent que de plus en plus le côté langage de programmation dans le détail, c'est ce dont tu parlais, Christophe, c'est qu'on va passer moins de temps à apprendre les détails de syntaxe du code. Au final, écrire en Python ou en JavaScript, demain, ça n'aura pas tellement d'importance, à part vraiment ce qu'on vise à faire et les capacités peut-être du langage, mais pour le développeur, il n'aura pas forcément besoin d'apprendre ça. Ce sera plus le langage naturel qui va un peu devenir le standard, et après les concepts d'architecture, de comment tu vas concevoir ton application. Après, ça, voilà, c'est ce qu'on voit un peu arriver. Est-ce que pour autant, ça va devenir le standard? Et surtout, est-ce que ça va s'arrêter là? C'est un peu difficile à dire parce que ça évolue très très vite. Mais aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, en termes d'adoption, ça évolue. Tu parles d'évoluer très vite. C'est vrai que je regardais parce que j'avais plus d'idées. Si je regarde, ne fût-ce qu'ici dans Wikipédia, GitHub Copilot, il a été annoncé en juin 2021, et la vraie sortie, donc c'est pour la preview, et l'utilisation vraiment en termes de public, je vais dire, c'était le 21 juin 2022. Microsoft a annoncé GitHub a annoncé qu'il n'était plus disponible en aperçu technique, mais disponible en tant que service. Donc juin 2022, on est en train de nous discuter, on n'est même pas en juin 2025. Ouais. On est en gros 3 ans, même pas 3 ans après. Et tous les paradigmes de développement tels qu'on les connaissait il y a 3 ans, ils ont complètement changé, quoi. On est vraiment à une utilisation phénoménale. Le pire, c'est que GitHub Copilot est développé avec GitHub Copilot, ce qui fait que ça va devenir une super IA. Oh, les boules. En fait, on va tout doucement, on n'est plus codeur, on va être comme toi, Adrien. On va avoir ton métier, en fait. On va juste valider. Machin. Ça c'est pas mal. Et en plus, on va lancer plusieurs GitHub Copilot avec différents moteurs. Ça nous fera comme si on avait 2-3 développeurs différents, plus ou moins intelligents entre eux, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours un besoin nécessaire de revoir le code. Hein. Tu as toujours cette nécessité de dire, voilà, j'ai généré du code, est-ce que le code fonctionne correctement? Parce que comme Philippe l'a dit tout à l'heure, ça reste un copilote. Un copilote dans l'avion, si je prends le terme copilote, et je suppose qu'ils ont utilisé ça provenant de l'aviation, c'est lui qui a le contrôle des commandes, mais c'est comme dans Tesla, tu as toujours besoin d'avoir les mains sur le volant. Si jamais il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Oui, il ne faut jamais mettre les mains en l'air. Ça va peut-être pas être aussi simple que l'on le croit, parce qu'on a l'impression parfois, comme on lit, vous aussi dans la presse, les métiers de développeur, bientôt ça n'existera plus. Je suis pas du tout certain, parce que justement, il y a une évolution, comme les moteurs de recherche, comme Stack Overflow sont arrivés, nous ont permis d'avoir des bases de données, etc. Donc, on avance dans ce cadre-là. Mais en termes d'évolution, comme tu le dis, Adrien, c'est un copilote. Et le résultat fourni par l'outil, par Copilot, ici, GitHub Copilot, la manière dont il nous fournit quelque chose qui fonctionne, c'est peut-être pas nécessairement la manière la plus optimisée pour le code qu'on doit réaliser, de la manière la plus adéquate par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, il y a besoin parfois d'avoir un niveau, entre guillemets, de conception et de structuration globale du projet qui est peut-être pas du tout simple à devoir maîtriser, justement. Ça permet aux développeurs juniors d'apprendre, parce qu'il y a toutes les explications, mais il va falloir quand même avoir pas mal d'ingénieurs plus chevronnés, experts, pour pouvoir valider tout ça, je pense. Et puis, tu as un autre principe aussi, c'est la maintenabilité. Il est bien d'avoir un programme qui soit rapidement fait, mais l'évolutivité et la maintenabilité, c'est un point important aussi. Le code, quand tu prends du code rapidement généré, si je prends un framework au hasard, WinDev, effectivement, en UML, en 4 heures de dessin d'UML, tu as une application qui est fonctionnelle, mais combien de sociétés, de SN ont simplement fait un marche arrière en disant ah oui, c'est cool, on a eu un programme rapidement, mais maintenant, on doit redémarrer à zéro pour recommencer un logiciel complètement, parce que le logiciel, les bases n'étaient pas stables, n'étaient pas bonnes, alors que effectivement, un développeur senior, il va te coûter plus cher, mais il va arriver avec un principe de pattern qui te permet d'avoir une maintenabilité sur le long terme. Ah ouais. Exactement.
Et je pense que le parallèle est bon. C'est là que c'est important à comprendre, c'est que c'est pas un outil de low-code, no-code. Ça reste un outil de code. Mais comme tu disais, Denis, en fait, c'est un peu l'évolution. À l'époque, on a eu les librairies. En fait, au départ, moi, quand j'ai commencé à coder, c'était vraiment le tout début d'Internet. Tu n'avais pas beaucoup de ressources. Et du coup, je sais que quand j'avais besoin d'une référence, par exemple pour C++, j'avais l'énorme pavé C++ de Bjarne Source, le créateur de C++, le truc qui fait 900 pages. Et tu commençais un peu là-dessus, tu avais la MSDN, mais tu n'avais pas vraiment de site. Donc, on cherchait comme ça. Après, tu as eu Stack Overflow. Et en fait, ce qu'on a vu après avec l'open source, justement, parce qu'aujourd'hui, une grosse partie du code repose sur des frameworks, des librairies, parce qu'on réinvente pas la roue à chaque fois. Et donc, en fait, on s'appuie sur du code sur lequel on n'a pas, nous, la mainmise, la maîtrise. C'est pas du code qu'on a fait. On consomme du code que d'autres ont fait. Donc, effectivement, je le vois aussi comme une évolution comme ça. Et c'est pas un outil de low-code, no-code. C'est juste, effectivement, la façon dont on écrit est différent. Et je veux dire, si on prenait l'injection de dépendance, à l'époque, si tu dis, ce serait bien d'avoir l'injection de dépendance et tu l'as fait à la main, c'est déjà une autre histoire. Ça te fait un sacré boulot. Et donc, effectivement, c'est un petit peu l'évolution comme je la vois. Après, peut-être que ça, c'est l'expérience qu'on a eue par le passé. Ouais. Avoir de très bons développeurs dans l'avenir proche. C'est-à-dire des développeurs qui vont savoir lire ce type de code généré, parce qu'un développeur qui sort d'école, alors je veux pas. Ça va être compliqué. Hein. Mais ils vont avoir moins d'expérience que nous, on a à notre jeune âge, là. C'est-à-dire, on a une expérience de code réel qu'on a tapé, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé. Et quand tu vois ce que sort Copilot GitHub, c'est quand même parfois, il fait du code, waouh, la vache, quoi, c'est joli, quoi. Un débutant saura-t-il le lire et débugger et pouvoir dire tiens, ça, je vais être capable de l'améliorer. Après, on est qu'en avril 2024, on se projette maintenant dans un an plus tard, l'année 2025, pardon. Est-ce que dans 12 mois, ce qu'on dit là, ça sera encore vrai? Il faudra voir. Maintenant, moi, je trouve l'avantage avec Copilot ici, enfin, tous les systèmes comme ça d'aide qu'on retrouve maintenant avec l'IA. Comme tu dis, un développeur junior, ça va peut-être parfois être compliqué, mais ces deux aspects. Le système Copilot permet d'expliquer et de donner la manière de comprendre le code, qui souvent est assez bien faite. Et si c'est pas suffisamment clair, on peut justement continuer à dialoguer avec lui pour lui demander d'améliorer la discussion. Mais de fournir du code qui est justement avec une qualité souvent qui est quand même supérieure à un développeur junior pour pouvoir lui montrer vers quoi il doit aller. Et le développeur senior va pouvoir le comparer, quoi. Ouais. En fait, c'est un petit peu, moi, l'exemple que je prends toujours l'exemple de l'injection de dépendance parce qu'il m'a vraiment marqué. Mais parce que je le vois justement, je le voyais moi avec des développeurs juniors que j'avais dans mon équipe quand on utilise des frameworks aujourd'hui où c'est tout intégré. C'est que ne serait-ce qu'il y a des subtilités quand tu vas commencer à mettre en place l'injection de dépendance sur ne serait-ce que le scope en fait dans lequel tu le mets. Est-ce que c'est une instance par session quand tu as un 50 ans? Est-ce que c'est une instance pour tout le serveur? Et ça, en fait, c'est même des détails dans lesquels on va pas forcément aller si tu fais pas l'effort de chercher, de comprendre, d'aller un peu plus dans le détail, que juste j'ai l'exemple, je le mets, ça marche. Ok. Et donc c'est un petit peu, ça va être un petit peu la même démarche. C'est pour ça qu'effectivement, je pense aussi qu'il y aura pas de changement, de révolution fondamentale. C'est-à-dire que le métier du développeur va pas disparaître parce qu'on pourra pas se passer du développeur qui va chercher les concepts, qui va réfléchir, qui va concevoir. Mais par contre, c'est effectivement dans l'approche, on va effectivement moins écrire directement le code, mais c'est simplement du code encore plus haut niveau, entre guillemets, puisqu'on va parler un peu directement de ce qu'on veut. Oui, et dans la vitesse. Encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit en première partie de l'épisode, mais moi, je vois vraiment ça comme étant une sorte d'énorme bibliothèque d'idées, de documentation, comme on parlait de Stack Overflow tout à l'heure, comme on parle d'Internet, quand tu as besoin de refaire une recherche ou de trouver quelque chose, avant, c'est ce que tu faisais. Tu faisais une recherche et tu allais chercher l'article. Ici, c'est la même chose, mais en vitesse VV', quoi. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus vite, tu lui poses la question, tu peux même lui demander à la limite où se trouve l'article, pour pouvoir avoir une référence et pour donner à tes collègues, tiens, ça n'a pas été inventé de nulle part, il y a eu des recherches qui sont poussées là-dessus. Mais c'est ça, pour moi, c'est un système qui permet d'aller beaucoup plus vite pour retrouver l'information. Et donc de développer plus vite. Là, directement dans ton IDE, c'est-à-dire quand tu poses la question, tu n'as pas besoin d'aller chercher sur Internet, il va te donner la réponse, mais il va être capable en plus d'analyser avec ton code, d'adapter la réponse et de te proposer l'adaptation de ça. Donc en fait, c'est des façons effectivement qu'on fait normalement manuellement, mais qui va accélérer simplement et qui te permet de rester en fait sur ton IDE directement pour avoir l'information. Ouais, non, tout à fait. En fait, il y a un développeur avec toi, quoi. Après, il y a un autre aspect. Moi, je l'ai mis en place chez le client où je suis actuellement.
on parlait dans l'épisode précédent, pardon, du modèle qui était au niveau du complétion en 4.0 pendant un large moment. C'était du 3.5 turbo pour que ce soit très rapide, comme tu l'avais précisé. Mais un problème qu'on a rencontré, c'est que le 3.5 ou même le 4.0, ça reste un LLM qui s'est arrêté à un instant T au niveau de l'apprentissage. Et donc, par rapport à ça, on va aussi rencontrer d'autres limitations au niveau des copilotes, c'est les évolutions technologiques au niveau des langages. Je prends par exemple les prochaines versions de .NET 10. Tant que .NET 10, que le LLM qui sera utilisé dans la partie du copilot n'aura pas été enrichi dans le codex, ou en tout cas dans le LLM qui est derrière, on n'aura pas forcément l'utilisation des dernières fonctionnalités qui vont apporter les dernières performances. Et donc là, il y a aussi un besoin que le développeur reste up-to-date pour garder cette notion de qu'est-ce que .NET 10 apporte de nouveau pour commencer à profiter de la performance. Alors là, en fait, on a des éléments, parce qu'on a souvent la discussion aussi avec mes clients là-dessus, parce que exactement ce que tu dis, hein, de dire il y a une nouvelle version du framework qui est sortie, le modèle n'a pas encore été entraîné dessus, ou alors il n'y a pas toujours suffisamment de repo encore dans la base de connaissances qui l'utilisent, etc. C'est là où, du coup, par exemple, les fichiers custom instruction ou prompt permettent d'ajouter des notions, de la documentation, voire de passer par ce qu'on appelle des agents. Donc en fait, maintenant ils appellent ça, effectivement, on appelle ça des participants, parce que comme il y a le mode agent, mais en gros c'est les arrobas Azure par exemple qu'on a. Donc ça s'installe via des extensions où on peut apporter une base de connaissances même interne. Parce que par exemple vous avez un framework interne, du coup d'avoir un petit RAG, vous indexez en fait via un petit RAG, vous encapsulez ça. Donc, votre documentation technique, vous encapsulez ça dans un agent que vous installez, un agent GitHub Copilot qui va pouvoir se baser là-dessus. Donc, on a des moyens aujourd'hui qui permettent d'ajouter ça. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, peut-être que, parce que j'ai déjà vu une extension comme ça aussi, qui est sur le Marketplace VS Code, qui est pour l'instant, donc qui n'est pas une extension officielle à un Copilot, mais qu'on peut ajouter comme agent Copilot, qui permet de faire des recherches sur le web. Et donc, en fait, il est capable de faire une recherche par rapport à une requête et d'inclure ça dans le contexte. Donc, on peut se dire que peut-être que demain, on aura effectivement nativement cette capacité justement pour, en fait, pallier à cette problématique, le fait de dire, OK, pour avoir un truc à jour, il va aussi aller faire des recherches sur le web en plus pour avoir les dernières infos. Et donc, c'est pour ça qu'en termes d'évolution, ça peut effectivement bouger très vite. Ouais. Tu parles d'amélioration. Si je vous comprends bien, parce que c'est un des points aussi, quand tu as un moteur et que tu choisis, comme tu l'as montré dans la liste, le moteur que tu veux utiliser, le 4O par exemple, oui. Il a été, on lui a donné une base de données d'apprentissage, on lui a fait apprendre avec une série de codes, d'articles, etc. Et à un moment donné, c'est figé et il est publié dans cette version-là. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, il n'évoluera plus, à part si on change et qu'on se retrouve sur un... Si, en fait, il y a des entraînements qui sont faits régulièrement. Alors, le rythme, en fonction des moteurs. Mais effectivement, au niveau du service... Le 4O peut rester 4O, mais avec des nouveautés au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais, parce que le 4O, en fait, si tu veux, tu as le 4O qui est sorti par OpenAI à l'instant T, et celui-là, quand il y a une nouvelle version, c'est vraiment marqué, ça va être une nouvelle version du 4O avec des versions derrière. En fait, c'est les mêmes que tu vas déployer, par exemple, sur Azure OpenAI. Tu peux choisir avec les versions qui sortent avec le mois, etc. Et en fait, une fois qu'il y a ces modèles-là, GitHub refait un entraînement avec leur base de connaissances de code par-dessus, de spécialisation de ce modèle-là. Et ça, par contre, comme on est dans un service qui est SaaS, derrière, toi, tu n'as pas la possibilité d'avoir quelle est la date d'entraînement, etc. Mais il y a des entraînements qui sont régulièrement, mais bien sûr que c'est tous les... alors, à l'époque, c'était... le modèle principal, c'était 2 à 4 fois par an, je crois, c'était l'info qu'on avait. Mais t'as pas de truc sûr, t'as pas d'annonce qui dit on a une nouvelle version, etc. Voilà. Il continue à apprendre au fur et à mesure. GPT-4o mini pour la complétion, où là, vraiment, il y a une annonce. C'est une nouvelle version de la complétion que vous pouvez activer, qui a été spécifiquement entraînée sur 30 langages spécifiquement, avec vraiment des repos sélectionnés sur le volet pour la haute qualité de ce qui a été fait pour améliorer encore la complétion. Dans ce cas-là, il y a une annonce particulière. Voilà. Ouais, ça c'était un point que tu cites ici, c'est l'aspect fiabilité. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ça au niveau des réponses fournies par Copilot? C'est-à-dire, on pose une question plus ou moins précise, il nous donne forcément une réponse.
comment on peut garantir, entre guillemets, que cette réponse est fiable, pas fiable? Parce que oui, s'il utilise la base de données GitHub, sur GitHub, on peut trouver tout et n'importe quoi, pas nécessairement que du bon. Donc, comment on fait? Il y a des filtres qui sont préalablement utilisés, ou comme tu le dis ici, Microsoft sélectionne, ou GitHub sélectionne des repos qui sont considérés comme étant plus fiables que d'autres pour faire l'apprentissage? Là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on a eu le message pour la partie completion qu'il y a eu effectivement une sélection des repos. Après, je t'avoue que de toute façon, même nous, on n'a pas tous les détails de quel type de sélection qu'ils ont pu faire. Donc, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Même, on va dire, même précédemment, on avait, par exemple, des clients qui nous demandaient, lorsqu'il y avait une évaluation de l'outil, il y a encore, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, quel était le modèle sur lequel s'appuyer. On n'avait pas cette info. Et parce que simplement, ça pouvait bouger, ça bougeait beaucoup. Ça reste un service SaaS. Maintenant, tu le sélectionnes de façon explicite, donc on le sait, sur lequel tu pointes, mais c'était par exemple pas le cas avant. Donc là, en l'occurrence, pour la partie completion, ils ont dit oui, on a sélectionné un certain nombre de repos, mais pour que je sache publiquement, il n'y a pas la liste. Mais du coup, il y a une sélection qui a été faite. Mais il y a un travail qui est fait là derrière aussi, quoi. Ouais. Voilà, mais du coup, en fait, ce qu'il y a surtout, et c'est pour ça que on a un suivi de l'évolution de la qualité par rapport aux fameuses métriques dont on parlait au début, ou dans l'épisode 30, mais du coup, alors on n'a pas du tout ni le contenu des requêtes, ni qui l'a fait, ni quoi que ce soit, mais par contre, on est capable de dire, voilà, sur du TypeScript, globalement, le taux d'acceptation moyen est passé, quand on a changé de modèle, de 38% à 41%, donc on a eu un gain par rapport aux évolutions qu'on a. Mais c'est à peu près les seules infos qu'on a pour suivre, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le résultat, quand on fait une demande comme ça à Copilot pour nous expliquer, moi, avec l'expérience que j'ai, je vais dire 9 cas sur 10, ça me donne quelque chose à la fois de pertinent, que je peux utiliser, mais c'est pas du 100%. C'est pas parce que Copilot a dit que d'office, c'est vrai, même dans tous les cas, parce qu'il y a des aspects de contexte aussi. Il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en jeu, qui ne sont peut-être pas... et surtout, souvent, moi en tout cas, quand je lui pose des questions, c'est parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas réfléchi ou des choses un peu plus difficiles, un peu plus spéciales à devoir réaliser. Alors, il me donne des idées, c'est bien, mais de là, ce qui me donne tout de suite, pouf, voilà la solution. Il faut quand même parfois aussi se méfier aussi. C'est jamais que... Moi, ce que j'appelle une grande bibliothèque complète avec un merveilleux outil pour pouvoir l'interroger. Mais voilà. Et après, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le service pour améliorer surtout le fait de réussir à déduire au maximum l'intention de l'utilisateur. Ce que j'entends par là, c'est que souvent la problématique qu'on a dans l'option, la difficulté qu'on a pu voir, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sessions, on va accompagner, on propose des workshops, des formations, on a les office hours pour essayer d'aider les gens dans l'adoption, parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre que plus on va lui donner les bonnes infos et on sait comment lui donner les bonnes infos, meilleurs vont être les résultats. Mais de base, c'est un petit peu comme la première fois que vous arrivez devant ChatGPT et vous lui demandez de générer quelque chose, vous lui faites une demande hyper simple. Donc lui, il doit déduire énormément de choses. Et souvent, et donc c'est vraiment un apprentissage aussi. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de tirer la valeur de l'outil, quoi. Mais là où justement les outils maintenant évoluent pour essayer de compenser ça, pour que ce soit plus simple d'approcher. Soyons d'accord que ça nécessite aussi, enfin, que ce soit ChatGPT ou autre système, ça nécessite qu'il y ait une veille à l'intelligence artificielle au niveau du prompting pour être sûr qu'on parle correctement à l'intelligence artificielle devant nous pour avoir les résultats les plus cohérents possibles. Tu parlais tout à l'heure qu'on utilisait des références. J'ai utilisé GitHub Copilot au début quand il utilisait très peu de références. Et j'ai vu que la qualité et la pertinence des résultats s'amélioraient grâce au principe d'ajouter les références, grâce à tous les outils de participants, comme tu l'as expliqué. Mais ça reste le problème principal au départ, c'est comment on s'adresse à l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est le plus grand problème aujourd'hui. Tu as peut-être des liens par rapport à ça? En fait, oui, là on a effectivement, il y a des choses qui sont partagées. Déjà dans le lab, il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont partagées. Après, on en a sur la doc, on pourra effectivement peut-être partager aussi en lien sur la vidéo. Et encore une fois, du coup, l'évolution qu'on voit, c'est avec cette approche, l'approche multi-agent, c'est de se dire, il faut qu'on ait un agent qui soit capable maintenant d'interagir. C'est-à-dire que s'il n'a pas suffisamment d'infos, qu'il soit capable aussi de demander à l'utilisateur, de lui faire des propositions pour essayer de le guider, de le prendre un peu par la main. Alors à la limite, on peut montrer, j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, mais l'expérience Workspace, donc qui est un peu la nouvelle approche
qui est en train d'être développé. C'est encore GitHub Next, donc c'est un projet R&D hein, qui est en preview. Je sais pas si on peut partager voilà, sur l'écran. Donc là, par exemple, je suis sur un de mes repos, qui est un repo classique, une application que j'ai commencé, qui s'appelle par exemple CrossFit Tracker, pour faire une application pour suivre des sessions CrossFit. Et donc, ce que je peux faire, c'est que là, quand je suis dedans, sur la partie code, aujourd'hui, vous savez, bon, il y a en local, je peux cloner mon repo. Il y a CodeSpace si je veux avoir un environnement virtualisé pour développer. Donc là, c'est l'expérience développeur classique. Et dans la partie Copilot, je peux démarrer, en fait, alors je peux partir d'une issue ou démarrer directement ici et dire aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est par exemple créer l'API backend pour manager mes sessions, voilà, simplement. Je dis juste ça au départ, et là je vais basculer. Alors je vais zoomer un petit peu dans l'expérience Copilot Workspace. Donc là, je suis vraiment dans un truc où je vais commencer à travailler avec un agent d'IA. Et l'approche est différente parce que pour l'instant, j'ai même pas d'écran de code. Là, pour l'instant, il va essayer de m'aider à développer un peu mon idée et préparer un peu ce que je veux faire. Parce que je lui ai juste dit, je veux créer la backend API. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il va commencer par partir dans un brainstorming. Donc vraiment, dans un brainstorming, il me dit, OK, il analyse un peu ce que j'ai déjà dans mon repo. Donc il me dit, ah oui, par exemple, je vois que j'ai OK, pour l'instant, les workouts et les stores, j'ai une application front, c'est stocké en local storage. Du coup, il me dit un petit peu ce qu'il analyse. Propose solution. OK, backend API now exist. Backend API is been on Node.js and Express. Donc, il me propose déjà des choses. Je me dis, ah, OK, super. Ce que je peux faire, c'est lui dire, par exemple, add Cosmos DB to store the data. Par exemple, je peux lui ajouter des choses comme ça. Suggested question, the should API endpoint. Donc, par exemple, il me propose des choses. Je vais lui dire, bah, tiens, more ID, et je peux apprendre des choses. Là, on a de RESTful API Design Principle, etc. OK, je peux lui poser des questions. Une fois que ça, c'est OK, je peux faire Generate Plan. Alors, je peux itérer pour poser des questions, chercher des infos, etc. Et une fois que ça me répond, je peux lui dire, OK, je veux générer le plan. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, ça, c'est ce que je veux faire. Je veux commencer à écrire une API en Node.js, en Express, avec du Cosmos DB, etc. Ce qu'il va commencer à faire, c'est dire, voilà, ça, c'est les fichiers que je planifie de créer, qu'on va créer. Donc, il y a un fichier README à modifier, il y a des classes à ajouter. Donc, ça, c'est de la modification sur les trucs que j'ai déjà dans mon app JavaScript. Donc, par exemple, importer un HTTP client module et l'ajouter pour faire les appels à mon API qui va être ajouté. Donc là, c'est le côté front. Et il va commencer à créer un dossier back-end avec la partie serveur, etc. Mongoose model for workout. Ah non, bah, du coup, là, je vais l'éditer. C'est pas Mongoose, c'est MongoDB. C'est Azure MongoDB. Par exemple, il avait mal pris, mais du coup, je peux lui modifier ça. Je peux dire add, par exemple, cache store, on va dire par exemple local cache storage. Donc là, je suis déjà dans de l'architecture, dans de la conception. C'est pour ça qu'on dit, même si c'est pas du code, pour l'instant, je planifie, c'est déjà le fait de brainstormer, de découper ça en tâches. C'est déjà un travail qu'on fait en tant que développeur. Simplement, on a un outil dédié avec l'IA qui va nous aider, qui va nous suggérer des choses. Et après, il me dit, bah tiens, je vais exécuter la commande npm install express, blablabla. Une fois que je fais ça, je peux lui dire, OK, vas-y, implémente. Et donc là, il va effectivement basculer dans la partie création du code et il va en fait commencer à m'implémenter un peu le code. Et donc, je vais voir ça. Là, je rentre dans une expérience un peu de développeur puisqu'en fait, je vois vraiment le diff avec les modifications qu'il me fait. Je peux choisir de l'accepter ou pas, d'ajouter des étapes. Et en fait, je vais avoir une expérience juste de développement qui est un petit peu différente parce que là, on n'est plus AI infused, comme je disais. C'est pas je suis dans mon IDE classique et j'ai vraiment l'IA qui vient jouer. Là, je suis dans le monde de l'IA. En fait, c'est vraiment, je suis dans son interface, je lui parle directement et lui intègre la partie code dedans. Donc, ça change un peu le paradigme. C'est pour ça que j'ai dit, je peux pas dire aujourd'hui est-ce que ça va être l'approche, la principale proposée, mais on voit que ça rejoint un peu le mode agent qu'on avait. On retrouve un peu ça. Mais c'est vraiment, du coup, on a une implémentation qui est proposée, etc. Je peux, par exemple, faire create pull request. Donc, je crée directement une pull request. Voilà, et donc en fait il va me créer une pull request et après je peux continuer par exemple à travailler et récupérer ça en local ou dans mon CodeSpace, aller modifier le code, tester, etc., reprendre la main,
Ou donc là, c'est ce qu'il me propose. Soit je fais open in GitHub, soit je démarre une nouvelle session pour continuer dans Workspace, soit je vais open in GitHub, j'ai la pull request et là, je peux aller, par exemple, demander à Copilot de faire une revue de son propre code. Bon, voilà, mais je peux commencer à itérer dessus. Mais du coup, c'est pour dire que là, et encore une fois, ça c'est pour l'instant c'est une preview, c'était un projet de recherche jusqu'à il y a quelques mois encore, et c'est juste une approche un petit peu sous un autre angle en fait, puisque là on est vraiment parti de l'angle de l'interaction de l'IA pour essayer de bootstrapper un peu le truc, brainstormer. Donc on est déjà en amont où l'IA va nous aider aussi dans la partie réflexion, nous proposer des choses, mais on va le guider et on va lui dire moi c'est ça que je veux, et je peux plus travailler le plan en amont avant de lancer du coup la partie implémentation. Ouais, on décrit chacune des options et chacune des tâches qu'on va vouloir lui demander de réaliser, et pour que lui génère le code, quoi. En gros, on aurait pu, entre guillemets, faire ça par l'intermédiaire de VS Code ou de Visual Studio, mais il aurait fallu faire les descriptions sur chacun des éléments en lui disant, comme tu l'avais fait tout à l'heure, dans la première partie, tu nous as montré, tiens, crée-moi ceci, modifie-moi tel fichier. Là, il le voit de manière plus globale, puisqu'il a l'entièreté du projet, du code devant les yeux. Ouais. C'est ça. Donc en fait, les impacts, ils sont un petit peu partout, mais celui qui est vraiment important, je trouve, aujourd'hui, on le disait, c'est que au final, aujourd'hui, les 3/4 du code qu'on a dans nos applications, qui font dans nos applications, même plus, c'est du code open source. Et donc, en fait, là où ça va aider, c'est qu'en fait, toutes ces automatisations, partir d'une issue pour implémenter une évolution, partir d'un bug pour le fixer, d'une vulnérabilité pour le fixer, tout ça, ça va pouvoir aussi aider les mainteneurs, en fait, des composants open source qui ont, au final, aujourd'hui, c'est déjà le rôle que tu as, au-delà de la partie code, c'est de dire, je suis mainteneur. Donc, en fait, c'est moi qui ai la vision produit de mon application, qui fait des choix d'orientation technique, d'orientation fonctionnelle. Et en fait, souvent, si tu as beaucoup de succès et que tu as une petite équipe, c'est compliqué de suivre parce que tu as beaucoup de pull requests en attente, d'issues qui sont en attente. Et au final, ça met beaucoup de pression et tu peux facilement passer à côté de quelque chose. Et donc, ça va juste permettre aussi aux mainteneurs open source de profiter, de garantir la sécurité du code, de garantir plus de rapidité, en tout cas dans les réponses un petit peu aux attentes et dans l'évolution des produits. Donc, il y a pas mal d'impacts aussi qui sont là-dessus. Et sur le métier du développeur, après, au quotidien, effectivement, on voit que ça amène des changements. Maintenant, à mon sens, et comme tu disais, ça va pas le remplacer. C'est une révolution. Voilà. C'est une révolution pour moi. Ouais, effectivement. C'est une révolution dans la manière de travailler. Bon, en général, en informatique, les révolutions, on a l'habitude. Tous les quelques années, je ne vais pas dire tous les combien, peut-être les 4-5 ans, j'en sais rien. Il y a des révolutions, effectivement. Je pense qu'ici, on est effectivement à une de ces étapes-là. Maintenant, il y aura des changements dans la manière dont on va travailler. Mais de là à dire qu'on va retirer les développeurs et changer tout le monde et inverser la manière dont on travaille, je pense effectivement. J'ai encore 10 ans à faire, il faut tenir les gars. Ouais. Après, il y a un autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un impact d'efficience, c'est clair, mais il y a un impact aussi écologique sur la partie de l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière globale. C'est qu'on on ne sait pas aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour déterminer combien l'intelligence artificielle coûte à la planète. Chut, faut pas le dire ça. C'est effectivement un très bon sujet, et c'est aussi là où c'est important de responsabiliser sur quel modèle que tu prends, parce que bien sûr tu peux toujours prendre le plus gros modèle et l'appeler à tout va. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des évolutions, puisqu'on voit beaucoup dans le monde des modèles d'IA générative, il y a énormément de modèles open source et beaucoup plus light, voire justement ce qu'on appelle des SLM, donc Small Language Model, comme par exemple Phi 4.5 côté Microsoft, ou Llama par exemple qui propose, ou même côté Mistral par exemple, on a des modèles de plus en plus performants qui sont beaucoup plus petits, qui peuvent s'exécuter sur une machine en local. On a les configurations qui évoluent dans ce sens-là. Donc effectivement, il y a sans doute, je pense, dans le futur, il y aura des évolutions aussi dans ce sens-là. On va moins reposer sur des énormes ressources de data center, mais où beaucoup de tâches vont pouvoir passer sur des plus petits modèles qui tournent peut-être en local. À voir. Il y a énormément d'évolutions. Je pense que ça va aller très vite, parce que la solution technique est en train d'évoluer à vitesse grand V.
Et oui, c'est sûr qu'il y aura, je l'espère en tout cas, des évolutions dans le bon sens pour ça, c'est sûr, hein, c'est évident. Après, quand on voit les investissements que les géants font aujourd'hui par rapport à des processeurs qui sont exprès pour l'intelligence artificielle, c'est là où c'est intéressant de voir à quelle vitesse ça évolue aussi. Je pense à Microsoft qui a fait un pas décisif contre l'utilisation des processeurs Nvidia pour avoir leurs propres processeurs qui font de l'AI. C'est un signe comme quoi c'est un avenir, même si on sait que Microsoft joue dans cette cour-là depuis un petit moment. Et quand on voit les différents frameworks, et là je pense plus à ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui avec le Semantic Kernel ou tout ce qui est Microsoft Extension AI, Microsoft se prépare pour l'avènement de l'intelligence artificielle et plus uniquement comme tu l'as spécifié avec les Infuse AI applications, mais plutôt avec des applications qui sont totalement tournées sur un moteur AI de base. Et voilà, effectivement, je pense à Aspire où il y a toute l'intégration Ollama pour faire du SLM. On n'est qu'au début de cet avènement d'intelligence artificielle et clairement, si aujourd'hui le développeur qui ne veut pas utiliser pour autant l'intelligence artificielle, c'est malheureusement un développeur qui va être un peu désuet d'ici 1, 2, 5 ans, voire peut-être quelques mois. Et ça ne regarde que moi. Oui, non, mais effectivement, c'est une bonne analyse, je pense. C'est difficile d'ignorer aujourd'hui. Après, il y aura sans doute peut-être toujours de la place parce qu'on a toujours des environnements spécifiques ou peut-être qu'il n'y aura pas du tout la place pour l'IA. Je sais pas, mais c'est vrai que globalement, on voit aujourd'hui que ça impacte vraiment tous les métiers. C'est évident, hein. C'est évident. Et de toute façon, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui vraiment. On peut essayer d'imaginer, mais en fait, on a du mal à imaginer vraiment les évolutions technologiques qu'il va y avoir vraiment même à court terme, parce que c'est même pas moyen terme, ça vient tellement vite. Sur les 2 années où j'étais précédemment Cloud Solution Architect et où je bossais beaucoup sur des projets d'innovation avec l'IA générative avec des clients, on avait des fois des use cases où on essayait de développer avec un modèle qu'on avait à l'instant T, où on atteignait certaines limites et 3 mois après, on avait un nouveau modèle qui arrivait, un nouveau service qui arrivait qui en fait apportait ça et qui simplifiait énormément ça. Donc en fait, on repartait, tout ce qu'on avait fait avant, on avait appris des choses, mais on pouvait recommencer de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus efficace 3 mois après parce qu'il y avait une nouvelle capacité qu'on n'attendait pas aussi rapidement, mais malgré tout Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, Denis, on a l'habitude de voir on a eu quelques révolutions dans le monde informatique avec Internet, ensuite avec le cloud, avec vraiment des grosses des révolutions en fait qui ont complètement changé la façon de travailler, les possibilités. Mais là, on a vraiment vu une accélération, surtout dans le rythme, qui fait que ça va très très vite, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Il y a un point important aussi, c'est de pouvoir discuter de la partie responsive AI. Et je crois que de manière globale, toutes les sociétés aujourd'hui devraient prendre une décision sur cette implication d'une charte liée à la responsive AI et de dire que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais va l'accompagner. Et je pense que le terme copilot dans ce cadre aussi est très bien choisi. De toute façon, alors faut savoir que du coup chez Microsoft on a cette charte de responsible AI avec des piliers en fait, notamment d'égalité, d'éviter les biais, plein de choses comme ça. Et du coup c'est quelque chose qui est appliqué de façon générale sur tous les services chez nous côté AI. Et donc GitHub Copilot c'est le cas aussi. Donc du coup forcément ça pose une base, on va dire, en termes de bonnes pratiques. C'est aussi pour ça qu'on a pas mal de services d'IA qui ne permettent pas certains usages. Par exemple, on avait à l'époque, il y avait un service d'IA donc dans les services cognitifs qui était la Face API qui permettait de dire tu peux reconnaître. Aujourd'hui, je crois que tu peux comparer 2 photos pour voir si ça peut être la même personne. À l'époque, tu avais une possibilité de dire je peux entraîner, et d'ailleurs je m'en ai servi sur une session qu'on a fait au Dev Day il y a quelques années, mais du coup j'entraîne une base comme si c'était ma base d'employés, par exemple de personnes. Donc dans ma base de données j'ai des personnes et j'entraîne le modèle en disant cette personne, j'ai 3-4 photos et je l'entraîne à le reconnaître, et du coup quand je vois une personne, je prends une photo, je suis capable de le reconnaître. C'était utilisé par exemple par Uber à l'époque pour dire en fait, pour avoir un check-in de leur chauffeur sur leur application, ils prenaient un selfie pour valider que c'était bien eux.
Donc là, c'était un usage entreprise, c'était validé, il n'y avait pas de souci. Maintenant, ça, vous n'avez plus la possibilité de le faire, ou alors effectivement, il faut se faire un formulaire spécifique, valider l'usage. Voilà, il y a vraiment tout un process et il faut montrer patte blanche pour pouvoir avoir ce type d'API disponible. Tout simplement parce que en termes d'usage responsible AI, on ne veut pas laisser à n'importe qui la possibilité de dire je fais de la reconnaissance faciale de n'importe qui sur une caméra que je pose à mon balcon. Et donc, il y a pas mal de... En fait, en tant que provider de service, on a du coup tout ce cadre, ces règles-là, comme le fait de dire j'entraîne une voix, une neural voice donc sur le service qui permet de faire de la synthèse vocale, mais vraiment de PLIA pour avoir quelque chose de plus naturel, mais on peut très facilement entraîner une voix custom. Mais pour ça, il faut passer effectivement par tout un formulaire pour justifier l'use case, justifier qui va faire la voix, quel est l'usage, etc. Même nous, en interne, pour les démos, on doit faire ce process-là, parce que sinon, tu prends quelques enregistrements d'une personnalité et tu peux faire des deepfakes avec. Et donc, l'idée, c'est de ne pas pouvoir faire de deepfakes avec nos API, quoi. Ouais. Donc, effectivement, ça, c'est un standard. Tos, on doit parler, mais t'es en mute. Sauf que si Microsoft ne le fait pas, c'est très bien, en fait, heureusement, mais il y en a d'autres qui le font. Oui, mais après, on ne peut pas être responsable des autres, malheureusement. C'est sûr qu'il y a toujours... oui. Ouais. Donc, ouais. Je crois qu'on arrive doucement à la fin. Moi, j'avais une question pour vous. Imaginons que dans 5 ans, notre métier a été révolutionné, on ne devra plus développer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier à la place? Est-ce que vous continuerez dans l'informatique ou potentiellement autre chose? Moi, je me verrais bien dans le design, tu vois. Le design d'interface graphique, le design de manière générale, comme ça. Je ne veux pas dire l'architecture, parce que là, il y a des bâtiments derrière, mais tu vois, un peu plus le look. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais pour le moment. Je ne suis pas du tout là-dedans, mais je me verrais bien là-dedans, moi. Moi, je suis électricien, donc c'est vite fait. Et toi, Philippe? Après, moi, je pense que malgré tout, il y aura toujours des choses à faire, même si ça s'adapte, parce que j'ai toujours été très curieux et je suis très orienté usage, justement. J'adore dans la technologie, trouver des usages qui sont innovants. Donc, je pense que même si je fais plus directement du code, il y aura malgré tout des choses à faire. Et sinon, vraiment, si je vrille complètement, je vais effectivement aller cultiver des choux et des patates. Pour être dehors toute la journée plutôt que d'être enfermé devant un écran. Ça dépend où tu habites. Hein. Dehors toute la journée, moi, ça me plairait pas non plus. Hein. Oui, bon, après. Mais tu peux changer de pays. Hein. Tout est envisageable. Hein. Tu peux aller dans un pays où tu peux être dehors toute la journée en t-shirt ou en caleçon. Oui, exactement. Cultiver des cannes à sucre en Martinique au bord de la plage. Voilà, par exemple. Tout à fait. Eh ben, on note la date et dans 5 ans, on se fera un podcast pour voir si tu te retrouves en Martinique ou pas. Exactement. Et toi, Adrien, du coup? Moi, je déménage sur une plage, j'ouvre un pub ou quelque chose dans le genre et je bois des pintes avec les amis. Ah bah voilà. C'est un métier, ça. Hein. Cultiver des choux, c'est un métier, mais boire des pintes, c'est pas un métier. Hein. Si t'es payé et en plus tu passes du bon temps, quoi de mieux? Ah oui, c'est vrai. Alors ça va. Si t'es payé à boire des pintes, ça devient un métier. On est d'accord. Voilà. Ok, eh ben, mes amis, sur base de ces bonnes paroles, je vous propose de s'arrêter ici. L'épisode touche tout doucement à sa fin. Je pense qu'on a fait un peu le tour avec le premier épisode où on avait quand même pas mal de vidéos, de démos, de présentations. C'est très intéressant. La deuxième partie aussi. Ça permettra de voir aussi dans quelques mois, quelques années où on se situe par rapport à ça. Je le dis à chaque fois. Dans 2 ans pour voir toutes les bêtises qu'on a dit et à quel point on s'est planté. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voir où est l'IA, si jamais on arrive encore à coder ou pas, on verra. C'est ça. En attendant de voir où se trouve l'IA, on a toujours des petits boutons en dessous des vidéos YouTube pour nous soutenir, donc n'hésitez pas à cliquer sur ces boutons, à nous mettre des commentaires, à nous rejoindre sur tipeee.com/devaps. Et on se retrouve pour un prochain épisode d'ici quelques jours ou quelques semaines. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous. Bonne journée. À la prochaine. Salut.